Et bonsoir à tous, Bonjour. bienvenue dans la web TV du mouvement des jeunes communistes des Yvelines. Je suis en compagnie de Mathieu Bolzinger, qui est le secrétaire à l'organisation des jeunes communistes des Yvelines. Mathieu qui ce jour, aujourd'hui, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de penser qu'on est le soir, c'est parce qu'on a la fenêtre fermée, qui aujourd'hui va accueillir un nouvel invité parmi nous. Mathieu, bonjour. Bonjour. J'espère que tu te portes bien. Bah, écoute, ça va. Mathieu, je te laisse nous dévoiler le programme de cette émission. Oui, bah bonjour à toutes et à tous. Je vous répète pas tout ce que je vous dis en début d'émission, mais voilà, cette web TV, elle a vocation à être partagée, notamment à être interactive pour que vous puissiez nous poser vos questions, nous faire vos remarques aussi. Donc n'hésitez pas à le faire pendant le live Twitch et puis ensuite à partager le différé qu'on mettra sur YouTube. Effectivement, pour cette troisième émission, on a voulu un petit peu aborder les questions de solidarité qui se posent déjà au jour le jour dans les périodes normales, mais y compris qui sont quand même réaffirmées en termes de nécessité d'être solidaires les uns envers les autres dans une période aussi particulière que nous vivons. Et donc c'est pourquoi on a eu et on a la chance du coup d'avoir Pascal Rodier, qui est secrétaire général et directeur du Secours populaire des Yvelines, pour animer cette question-là ensemble pendant une petite demi-heure. Très bien, bah merci beaucoup, beaucoup Mathieu. On va marquer une courte pause, le temps d'aller chercher notre invité, et on se retrouve dans un court instant. Bonjour à nouveau, j'espère que vous allez toujours aussi bien, toujours en compagnie de Mathieu Bolzinger. Mathieu, nous sommes avec Pascal Rodier, secrétaire et directeur du Secours populaire français des Yvelines. Tout à fait, donc bonjour Pascal. Donc on va prendre un petit peu le temps de dérouler les questions de solidarité ensemble, y compris peut-être dans un premier temps sur les questions peut-être plus nationales et ensuite peut-être plus locales. Donc du coup, est-ce que déjà peut-être dans un premier temps Pascal, tu peux nous présenter le Secours populaire français, le public cible, son historique, le périmètre d'intervention qu'il a, pour nous donner un petit peu le contexte de ton association dans laquelle tu agis. Déjà, bonjour à tous. Merci de l'invitation. Très succinctement, je vais essayer. Le Secours populaire, c'est une association généraliste de solidarité. Donc, tracer un périmètre est quand même un peu compliqué, parce que qui dit généraliste dit qu'on touche à tous les aspects de la vie. Et on est présent aussi bien en France qu'à l'international, dans plusieurs dizaines de pays sur des projets d'aide au développement. Et en fait, l'association, elle existe donc depuis 1945. Elle a été créée à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale par les cadres survivants du Secours populaire de France et des colonies. C'était le nom de l'époque. Et dans l'esprit du CNR, en fait, les premiers responsables du Secours populaire français ont toujours cherché en fait à être aux côtés des plus démunis, des plus pauvres. À cette époque-là, on hésitait à me dire ce terme-là, pour faire en sorte qu'ils soient le plus remis au milieu de la cité et puis qu'on ne les oublie pas sur tous les aspects de la vie. Voilà, donc j'ai essayé de tirer à grands traits la chose. Peut-être signaler que l'acte fondateur du Secours populaire, si on peut dire, au-delà de la participation à la libération de Paris de certains de ses cadres, ça a été d'organiser un séjour de vacances pour des enfants de prisonniers, de victimes de résistants fusillés ou de personnes déportées. Ils ont réussi quand même à organiser un premier centre de vacances alors que l'intégralité de la France est tout à fait libérée. Donc ça dresse un peu le tableau et on est héritier, porteur de ça. Donc un petit peu plus tard après, l'association a soutenu au niveau international notamment des Français qui étaient un petit peu investis dans les conflits décoloniaux, a aussi soutenu ces populations-là. Et puis, depuis les années 80, on est quand même beaucoup plus connu du grand public pour nos actions de solidarité en France.
beaucoup sur nos actions d'aide au départ en vacances, mais en fait, on fait énormément d'aide alimentaire, mais pas que, puisque qui dit généraliste, dit qu'en fait, on cherche un petit peu à être près des personnes les plus fragiles sur tous les aspects de la vie. Donc, ça va être accès aux droits en général, droits sociaux ou droits vitaux. Ça va être les loisirs, la culture, l'apprentissage du français, l'aide aux devoirs, l'orientation juridique. On a vocation en fait à toucher tous les axes normaux, on va dire, et dignes. Et surtout, en fait, on a un mouvement de solidarité populaire, c'est-à-dire que moi, je suis salarié de la Fédération des Yvelines, mais en fait, on est plutôt fort d'un mouvement de 80 000 bénévoles, une association qui est très décentralisée. Et sur le département des Yvelines, à titre d'illustration, on a un petit peu plus de 25 structures locales. Et notre force de frappe, si on peut dire, vu qu'il paraît qu'il faut employer des mots guerriers en ce moment, notre force de frappe, c'est qu'en fait, on est très décentralisé. Voilà. Ok. Pascal, juste pour le confort, je pense, de tous, est-ce que je crois que tu es sur ton téléphone, ça coupe un petit peu. Peut-être Oui. la connexion que tu utilises n'est pas bonne. Est-ce que tu peux éventuellement te mettre dans une pièce où ça capte mieux ou tu es peut-être déjà dans cette pièce En fait, à vrai dire, je suis dans la pièce qui capte le mieux. D'accord. Bon, bah alors on va essayer de faire avec. Mathieu, je te laisse continuer la Ouais. prochaine question. Oui, bah du coup, effectivement, donc peut-être pour rester pour l'instant sur un contexte un peu plus national. Donc là, tu nous as expliqué un petit peu le périmètre assez gigantesque d'intervention du secours populaire. Là, on est en train de vivre une situation de confinement. Est-ce que du coup, voilà, les prérogatives, le public cible, les actions du secours populaire dans cette période ont changé, ou est-ce que vous restez dans la droite ligne de ce que vous faisiez déjà avant? Comment est-ce qu'on peut voilà, voir si des choses ont vraiment changé sur les besoins des plus démunis, etc. Bah, alors en fait, on est quand même dans un contexte de crise sanitaire où, y compris les bénévoles de l'association doivent être sécurisés dans leurs pratiques. Donc du coup, on a quand même mis fin à toutes les activités, on va dire, non urgentes ou non essentielles. Il n'en demeure pas moins qu'en fait, on reste actif et ouvert dans quasiment toutes nos structures locales, au moins pour assurer un dépannage ou une aide d'urgence au niveau alimentaire et sanitaire pour les personnes que nous avons déjà identifiées tout au long de l'année dans notre réseau de permanence d'accueil. Mais aussi, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est énormément sollicité par différents opérateurs sociaux, travailleurs sociaux des CCAS ou du département. On est aussi sollicité par des acteurs d'autres associations, comme France Terre d'Asile ou d'autres opérateurs de ce type-là. Et puis, on est un petit peu embêté par la fermeture de certaines fermeture beaucoup plus systématique, on va dire, ou beaucoup plus répandue. Et donc, il y a potentiellement un afflux de personnes qui nous met un petit peu en difficulté pour assurer sur la durée. C'est pour ça qu'on fait un appel large à la mobilisation pour nous donner un coup de main. Maintenant, parallèlement à ce dépannage au niveau de l'alimentation, qui est vraiment de l'ordre du vital, forcément, c'est ce qu'on cherche à maintenir en premier. De toute façon, se pose la question de la vie en promiscuité, puisque qui dit confinement dit promiscuité, souvent dans des lieux, dans des contextes sociaux qui sont déjà un petit peu fragiles, ou avec des personnes qui ne sont pas habituées à rester enfermées toute la journée. Donc du coup, on commence à voir affleurer des difficultés pour accompagner ses enfants à faire les devoirs, pour avoir un maintien, un accès aux loisirs, que ce soit la lecture, l'écriture, un peu les arts plastiques, donc modestement, hein, faire de la peinture, du coloriage, voilà. Sur des choses comme ça, en fait, on a très tôt essayé de trouver des solutions et on est aussi demandeur de propositions qui pourraient nous être faites.
pour démultiplier les éléments qui vont faire en sorte que les personnes ne se sentent pas encore un petit peu plus exclues que d'habitude. Parce que nous, notre première crainte, c'est ça, c'est qu'en fait, cette situation de confinement liée à un impératif sanitaire ne va que renforcer les difficultés pour les gens qui sont déjà souvent la tête sous l'eau, qui cherchent au moins à surnager. Donc là, il y a cet aspect-là. Puis après, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, on craint un petit peu que toutes les personnes qui sont sur des statuts plutôt précaires au niveau de l'emploi se retrouvent dans des situations économiques graves. On a déjà des premiers cas d'intérimaires qui n'ont plus d'activité professionnelle. Et puis après, il y a d'autres personnes qui sont trouvées à travaux. Pascal, là, ça a légèrement coupé. Est-ce que tu peux reprendre ta phrase, s'il te plaît? Alors, j'évoquais le cas compliqué des personnes qui sont sur des contrats de travail un peu précaires, notamment pour l'intérim, où là, clairement, plus de mission, donc plus que pratiquement de combler, et donc plus du tout de ressources. Alors on nous dit que les aides sociales vont être maintenues, qu'il n'y aura pas de remise en cause des droits chômage et tout ça, mais si ça dure un petit peu, notre crainte, ça va être pour les gens qui sont sur du précaire en termes de contrat de travail. Ça va grossir le flot des personnes en difficulté. Donc Pascal, le confinement creuse encore plus les inégalités, finalement. Complètement. Alors, j'ai pas entendu toute la phrase, mais j'ai entendu le confinement creuse. Oui, creuse les inégalités, du coup. Le confinement creuse les inégalités. J'avais déduit la suite. De fait, on va prendre un exemple très clair. On prend le cas des gens qui sont en hôtels sociaux. Oui. Les personnes qui sont en hôtels sociaux, à l'heure actuelle, en fait, on communique beaucoup au niveau national sur le fait qu'il y a des chèques services qui vont être mis à disposition des personnes qui sont en hôtel social. Bon, déjà, quand vous demandez aux opérateurs à qui on a confié cette mission, ils vous disent on n'aura pas assez de chèques services pour tout le monde. Ils vous le disent. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des associations comme la nôtre, on leur demande de suppléer. Donc nous, on est obligé aussi de dire à ces opérateurs-là, ok, d'accord, on veut bien dépanner, mais nous, on ne se substitue pas à l'action publique, on ne se substitue pas à la solidarité nationale. Nous, on est un mouvement de solidarité populaire, de citoyens, on vit de la générosité de nos donateurs, on n'est quand même pas trop là tuer au pouvoir public. Donc on le fait par solidarité pour les bénéficiaires, et dans le même temps, puisque c'est un terme à la mode, et dans le même temps, on interpelle les pouvoirs publics sur le fait que c'est une situation qui est quand même pas complètement satisfaisante ni normale. Alors du coup justement peut-être tu peux nous dire un petit peu les annonces, parce qu'il me semble qu'au début du confinement, le gouvernement a quand même eu un certain discours auprès des grandes associations de solidarité comme le Secours Populaire. Effectivement, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des choses qui ont été avancées? On peut parler de la protection, bien entendu, des bénéficiaires et puis des bénévoles qui sont amenés à se déplacer dans les différentes actions. Mais aussi du coup, dans quelle mesure vous interpellez dans ce contexte-là de confinement le gouvernement sur les différents types d'alertes que vous pouvez avoir. Tu étais en train de revenir effectivement sur la précarité de certains, notamment les intérimaires qui perdent leur boulot, etc. Voilà. Est-ce que vous avez des actions un petit peu d'interpellation du gouvernement dans ce sens-là en ce moment? Alors là, on laissera ça peut-être à d'autres qui savent le faire aussi sur le champ du purement politique, mais c'est sûr qu'au niveau du public que nous avons à connaître, notre secrétaire général national, Henriette Steinberg, a fait une belle lettre à notre premier ministre pour s'étonner quand même un petit peu du silence qui était fait sur la situation de 9 millions de nos concitoyens, puisque je rappelle quand même qu'en France, il y a à peu près 9 millions de personnes qui sont en situation de pauvreté ou de précarité, et que jusqu'à présent, on en entend moyennement parler quand même au niveau des réponses ou des propositions politiques, et surtout dans les médias, on ne parle pas trop de l'action des associations.
Alors certes, il y en a quelques-unes qui ont fermé, mais quand on prend notre exemple à nous, on est resté ouvert. Alors, il y a quelques petits frémissements qui permettent d'espérer que par le biais des médias, notre action soit un petit peu reconnue, ce qui permettrait de la soutenir. Maintenant, après, au niveau national, sur des soutiens effectifs de l'État à notre association en espèces sonnantes et trébuchantes, je ne suis pas trésorier national, mais j'ai pas entendu dire qu'il y avait plein d'euros qui nous étaient proposés. Il y a des concertations qui sont faites pour voir un petit peu qui peut faire quoi. Ça va vite, hein. Nous appeler pour dire bon, vous faites quoi? Donc ça, on n'attend pas qu'on nous demande pour le faire de toute façon. Mais après, je dois dire que si je tire à l'échelon plus local, les agents d'État, notamment la direction départementale de la cohésion sociale, depuis le tout début, et même avant le prononcé officiel du confinement, ils ont toujours été très à l'écoute de nos capacités d'intervention et très, on va dire, euh, volontaires pour chercher à nous soutenir. Donc on a eu relativement rapidement, par exemple, une dotation de masques pour les bénévoles. Lundi prochain, on retourne en préfecture pour en récupérer. Voilà. Mais après, au niveau national, j'ai pas entendu qu'il y avait spécialement quelque chose qui serait réservé, on va dire, ou proposé aux associations comme le Secours populaire. Pour l'instant, on est plutôt dans la phase où on dit à nos principaux responsables nationaux qu'on aimerait bien que la situation des plus fragiles soit un petit peu plus traitée de manière à ce que déjà les gens en aient conscience. Ça nous semble important. Et puis qu'on puisse proposer des choses, quoi. Alors, après, les Français sont inventifs, hein. C'est-à-dire que ils n'attendent pas forcément une réponse des politiques rapides, puisque le temps du politique est parfois un petit peu plus long que le vrai temps des gens. Donc du coup, il y a déjà des solidarités qui s'organisent. Mais la solidarité nationale aux associations comme la nôtre, pour l'instant, bon, on a reçu des documents qui nous ont dit vous inquiétez pas, on vous fera sur les cotisations si vous avez des salariés, on ne sera pas méchant avec vous, des choses comme ça, mais bon, un peu court, quoi. Ok, bah écoute, je te remercie. Peut-être qu'effectivement, on peut passer sur un plan un petit peu plus local, du coup. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire, du point de vue du Secours populaire des Yvelines, un petit peu comment est-ce que vous voyez l'évolution de l'épidémie localement sur les Yvelines? Et puis, peut-être que voilà, tu peux aussi nous dire comment est-ce que vous agissez vraiment très concrètement dans les Yvelines, que ce soit dans certains secteurs, dans certains territoires aussi des Yvelines. Est-ce qu'il y a des particularités qui s'en sortent un petit peu? Alors, nous, en fait, depuis le début du confinement, en fait, on a essayé de faire en sorte que toutes les structures puissent maintenir une activité de solidarité, fût-elle minime, c'est-à-dire que si fermé pour des raisons de crainte pour les bénévoles ou parce que les locaux ne sont pas adaptés, euh, qu'il y ait quand même la possibilité pour les personnes les plus fragiles de pouvoir avoir un secours d'urgence. Donc ça, c'est garanti dans toutes les structures du secours populaire sur le département, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a que sur la ville de Conflans-Sainte-Honorine, pour être complètement transparent, où en fait on a une difficulté d'organisation qui est liée à un problème de santé grave du responsable, qui est hospitalisé. C'est pas lié à l'épidémie directement, mais il est en incapacité de coordonner l'activité. Donc on soutient les bénévoles pour mettre en place des choses. Et donc à partir de lundi, là, ça va redémarrer concrètement. Sur Mantes-la-Ville, la structure aussi est fermée au public, mais il y a quand même des colis d'urgence qui peuvent être réalisés sur demande d'intervention des travailleurs sociaux. Et ils ont participé
l'activité d'une association de confession musulmane du secteur du Mantois en apportant des produits pour faire en sorte qu'ils puissent se faire des colis alimentaires pour les personnes identifiées par cette structure. Sur des villes comme Trappes, Les Mureaux, Chanteloup-les-Vignes sous une forme ou sous une autre, ou La Verrière sous une forme ou sous une autre, il y a toujours des bénévoles du Secours populaire qui s'activent ou qui travaillent avec un réseau solidaire. Nous, réseau solidaire, ça veut dire qu'en fait, il y a d'autres associations qui œuvrent avec nous tout au long de l'année, de manière plus ou moins proche, mais qui sont en tout cas dans la mouvance générale, on va dire, de l'éducation populaire. Et donc, avec ces personnes-là et avec ce réseau solidaire, on réussit à manifester notre solidarité auprès des plus démunis. Donc, je ne peux pas vraiment vous communiquer de chiffres parce qu'on n'est pas un institut de statistique. Vous n'êtes pas l'INSEE. Et puis on privilégie la mise en mouvement des bénévoles, pas le remplissage de formulaires pour rendre compte à l'instance départementale. C'est pas forcément comme ça qu'on fonctionne. On sait qu'il y a à peu près entre 6 et 8 000 personnes à l'année qui sont aidées par le Secours populaire sur le département. Ça, on le sait. Et a priori, il n'y en aura pas moins cette crise sanitaire, il y en aura plutôt plus. Donc le temps du bilan, après. Mais en tout cas, sur tout le territoire, on est en capacité d'intervenir. Et puis, je voulais aussi préciser que sur des villes comme Sartrouville ou Trappes ou Mantes-la-Jolie, même si le Secours populaire n'est pas forcément toujours très présent, par exemple sur Mantes-la-Jolie, il y a quand même aussi des citoyens qui s'organisent et qui font œuvre utile. Des fois, ça surprend un petit peu les journalistes d'ailleurs. Voilà, oh, regardez des villes qui aident les gens. Bah oui, c'est possible. C'est possible et c'est même nécessaire, je dirais. C'est même fortement recommandé. Nous, on a remarqué, par exemple, qu'on a fait un appel aux bénévoles supplétifs sans attendre la plateforme nationale, d'ailleurs. Tiens, je me permets de le dire au passage. On en est à peu près à 200 bénévoles qui se sont proposés. La moyenne d'âge est beaucoup plus jeune que la moyenne d'âge habituelle des bénévoles dans nos structures locales. Et ça montre aussi que si on sait ouvrir ses portes en tant qu'association de solidarité à des plus jeunes publics, ils sont là. Hein. D'accord, ça c'est bien dans les Yvelines, du coup, les 200 bénévoles qui sont venus en plus de ce que... C'est que dans les Yvelines. Ouais. Là, je parle purement Yvelines, j'ai pas les chiffres nationaux encore, puisque y compris nos instances nationales sont un petit peu comme partout, un petit peu mises en suspens là pour le moment. On va pas se réunir à 150, hein, ça serait prisé de toute façon. Mais on voit un petit peu partout comme ça des fortes mobilisations, et notamment des publics jeunes, effectivement, de moins de 30 ans, quoi. Hein. Ok. Merci Pascal. Mathieu, je Oui, juste là-dessus, parce qu'il y a des questions qui vont arriver de nos auditeurs. Peut-être juste quand même pour terminer là-dessus, est-ce que justement vous arrivez quand même dans la période à animer vos campagnes pour appeler les citoyens à faire des dons, etc. Est-ce que vous avez déjà un regard là-dessus? Bon, je comprends qu'effectivement le bilan est compliqué à faire pour l'instant, mais est-ce que aussi de ce côté-là, parce que du coup il y a les bénévoles qui arrivent, mais est-ce que aussi au niveau des dons, on voit une évolution? Je me permets aussi de préciser que tu disais par rapport aux 200 bénévoles, 54% d'entre eux, parce qu'on a une statistique qui est tombée là, sont des 16-30 ans. Voilà, donc effectivement, une grande mobilisation de la part des jeunes. Voilà, c'est ça. Alors, il y a cet aspect-là qu'il faut encore souligner. On a ouvert une cagnotte en ligne sur Hello Asso. Donc, je n'ai pas le lien en tête, mais en fait, si vous allez sur la page Facebook de la Fédération des Yvelines du Secours populaire, vous la retrouverez. On peut faire de toute façon un appel aux dons sur notre site internet. Donc ça, je ne sais pas si vous allez le publier aussi sur votre télé, mais c'est facile quand même à retrouver. On
on s'inquiète un petit peu quand même sur nos campagnes de solidarité à venir par rapport à la générosité des donateurs. Non pas qu'on s'inquiète de la générosité des donateurs, mais par exemple notre campagne de solidarité internationale, tout bêtement, comme les services postaux tout fonctionne au ralenti et que nous sommes en télétravail, on va avoir du mal à organiser un mailing. Et il est possible qu'on ait à décaler nos projets d'aide au développement avec des partenaires, notamment au Niger, qui commencent d'ailleurs à être atteints par le Covid. Donc on va essayer de faire en sorte de témoigner aussi de notre solidarité auprès de nos partenaires à l'international. Je pense que c'est important aussi. Sur notre campagne vacances, par exemple, on ne sait pas trop comment ça va se passer, puisque là, normalement, après les vacances de Pâques, de printemps, puisqu'il faut dire comme ça maintenant, on commence à faire les inscriptions des enfants en vacances ou des familles pour leur trouver des séjours de vacances. Comme on ne sait pas trop ce qui va se passer après le mois de mai, on commence quand même à en parler. On a des parents qui commencent à nous inscrire des enfants, mais on ne sait pas trop ce que ça va faire concrètement, puisqu'on est un petit peu dans le flou par rapport à la durée de confinement, par rapport à la reprise d'activité, etc. Il est possible que ça nous mette un petit peu dans l'embarras. Maintenant, notre cagnotte Hello Asso qu'on a mis en ligne là au tout début du Covid nous a permis déjà de collecter un petit peu plus de 3 000 euros, je crois, à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on va voir comment on se dépatouille avec ça. Il va falloir qu'on soit inventif. Là, Et ça coupe un décidément, peu. voilà, pardon, le petit problème de micro, autant pour nous. On mettra le lien, voilà, le lien de la section des Yvelines du Secours Populaire pour le Hello Asso, voilà, sur le lien YouTube de l'émission, émission que vous pouvez retrouver bien évidemment en rediffusion sur notre page YouTube. Pascal, j'ai une question pour toi. C'est un viewer qui nous demande: est-ce que vous avez un avis autour de la position du gouvernement d'être au taquet sur les projets de solidarité individuelle appelant au don au lieu de réelle prise de décision politique? J'ai pas trop bien compris la question en fait. D'accord. Bah, en fait, c'est peut-être un avis justement sur ce qu'on entend parler de Gérald Darmanin et de Ouais. faire en faisant appel à la charité. Et pourquoi privilégier ce genre de... Enfin, pourquoi le gouvernement... ton avis, en fait, sur, Bah, sur cette moi, prise de position du gouvernement, en fait, au lieu de prendre des vraies décisions politiques. Alors, je vais essayer de rester dans mon cadre, mais j'ai tout de même le sentiment qu'il y a un petit peu une course après les événements. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une crise inédite pour beaucoup de monde, hein, pour le secours populaire aussi. Hein. C'est pas souvent qu'on a des crises sanitaires d'ampleur sur le territoire. Donc voilà, il faut rester peut-être un peu prudent sur les analyses. Mais je crois que c'est un petit peu une volonté de marquer le fait que les choses n'échappent pas complètement. Voilà, on fait une plateforme de mobilisation citoyenne comme si les associations n'avaient pas eu l'idée de faire un appel à bénévoles dans le cadre d'une urgence. C'est peut-être un petit peu dans ce sens-là que nous avons fait une interpellation au niveau national. Il n'y a peut-être pas besoin de dire aux gens ah tiens, si vous étiez bénévole, hein, les associations, on est quand même dans un pays où le réflexe associatif est fort, spontanément des gens proposent, et quand on fait appel à eux, c'est encore plus fort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin que l'État dise et si vous faisiez du bénévolat pour que les gens le fassent, hein, ça se fait un petit peu spontanément. Bon, bah, cette plateforme en ligne, tout le monde nous dit inscrivez des missions, inscrivez-nous vos besoins, etc. Bah, nous, on leur répond, nous, nos besoins, c'est de l'argent. Donc forcément, ça tourne un peu en rond au niveau de la compréhension.
Après, l'appel de la c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une annonce, mais qui est, à ma connaissance, pas très détaillée. Ils ont dit qu'ils voulaient faire une souscription nationale. On ne sait pas trop pourquoi, si c'est pour l'hôpital ou pour, venir en aide aux personnes touchées par le confinement. Donc, j'ai envie de vous dire que si c'est pour venir en aide à toutes les personnes touchées par le confinement, ça va faire quand même enfin plusieurs dizaines de millions de concitoyens. Donc ça risque peut-être d'être un peu compliqué de répondre à tout le monde. Souscription nationale, pourquoi je voudrais lui demander à Monsieur Darmanin, moi je sais pas trop. Si c'est pour l'hôpital, si c'est pour les associations de solidarité, bon, je sais pas. Par précaution, j'inviterais les gens qui souhaitent aider les associations à les aider directement, hein, ça va plus vite. Que ce soit le Secours populaire ou d'autres, hein, j'ai pas du tout de prétention de tout monopoliser la solidarité nationale. Les personnes qui souhaitent aider les associations médicales ou plus d'urgence comme la Croix-Rouge peuvent le faire. Nous, si on nous donne de l'argent, on saura quoi en faire, ça c'est sûr. Ce que fera Monsieur Darmanin des résultats de sa campagne nationale, faudra lui demander. Je sais Merci. pas si j'ai Bah répondu si, à la question. c'était clair, c'était l'avis, je pense que la question est bien répondue. Mathieu, as-tu d'autres questions, toi, de ton côté? Peut-être que j'ai une dernière question, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres Ah, pour questions l'instant, il pour n'y a pas l'instant? de questions viewer, donc je pense qu'on peut y aller. Oui, simplement peut-être pour terminer, même si tu as déjà commencé à répondre à ces questions-là, Pascal, peut-être justement terminer un peu ce moment-là de réflexion sur quelles urgences de solidarité on voyait déjà avant la crise, on voit pendant la crise sanitaire qu'on est en train de vivre. Voilà, comment est-ce qu'on envisage l'après, la solidarité, l'investissement peut-être aussi plus constant, ou voilà, quel avis est-ce que tu poses un petit peu, quel regard tu poses sur le bénévolat, comment on fait aussi pour que les actions de solidarité elles puissent perdurer, puisque comme tu le disais tout à l'heure, 9 millions de gens qui sont en situation de pauvreté ou de précarité en France, en dehors du contexte sanitaire qu'on est en train de vivre. Donc la solidarité, il va bien falloir qu'elle puisse perdurer aussi. Et voilà, quel regard est-ce que tu poses un petit peu sur la suite quand la crise sera derrière nous? Bah, moi, ce que j'espère, c'est que les gens qui auront tâté du bénévolat à ce moment-là, s'ils n'avaient pas l'habitude de le faire avant, ça leur donnera l'idée de prolonger, puisque comme vous l'avez dit, il y a quand même quelques millions de personnes qui peuvent avoir besoin d'une aide, y compris d'un accompagnement humain, hein. Il y a des personnes qui sont très très isolées tout au long de l'année. Il n'y a pas que pendant le confinement, il y a des gens qui sont confinés chez eux tout le temps, toute l'année. Je pense par exemple notamment aux personnes de plus de 70 ou 80 ans qui vivent seules avec de la famille très éloignée, qui ne peuvent plus se déplacer maintenant, qui se déplaçaient guère avant. Voilà, ces solidarités-là, elles peuvent aussi, j'ai envie de dire, se faire sans l'aide des associations. Alors nous, on peut aider parce qu'on est une association d'éducation populaire. On a vocation à créer ça dans l'esprit des gens. On essaye de leur dire, bah, nous, on peut vous aider, mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider, nous? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider les autres près de chez vous, quoi, sans forcément passer tout le temps par le prisme des associations, des institutions. Bon, ça, j'espère que les gens garderont cet aspect-là présent le plus possible à leur esprit, puisque je crois que de la solidarité, il en faudra encore pendant de nombreux mois pour au moins retrouver la situation d'avant la crise, parce que je crois que il va y avoir en rafale derrière le moment présent de la crise purement sanitaire, où il faut aussi rendre hommage aux soignants qui risquent concrètement leur vie au quotidien et qui ont été un petit peu maltraités pendant des décennies sur leur manière d'agir, leur possibilité d'agir. Bah là, on se rend compte que c'est quand même bien d'avoir un personnel soignant qui puisse être là et répondre présent pour sauver des vies. Si ça peut faire en sorte que les gens se disent on va peut-être dans nos curseurs mettre l'humain comme un paramètre intéressant dans la vie quotidienne, déjà un petit peu. J'espère aussi que
quand arrivera le temps du bilan, on regardera aussi qui était là et qui était moins là, quoi. Parce qu'à un moment, il va falloir aussi aborder ces sujets-là. Voilà, ce Je- que j'ai envie de dire, c'est que j'espère que tout le monde, là, chez les auditeurs, n'est pas trop touché directement et intimement par cette épidémie. Nous, au niveau du secours, je voulais dire quand même que au niveau du secours populaire, on a des amis isolés chez eux parce que dans leur entourage proche, il y avait des personnes atteintes. Donc ça peut toucher vraiment tout le monde, à tous les âges. On a y compris une amie salariée de la Fédé, c'est sa fille de 18 ans hein, qui a été atteinte par le virus. Donc j'ai envie de dire que en fait, il faut garder à l'esprit que la vie est précieuse et que en fait, peut-être pour faire un peu de politique, le plus précieux c'est la vie et c'est ça qu'il faut à préserver collectivement, quoi. Merci Pascal de penser à nos auditeurs. Et effectivement, hein, le message est clair, prenez soin de vous, restez chez vous et surtout pas de déplacement inutile. On a une autre question de la part d'un viewer qui nous demande quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain en ce moment. Alors elles sont de divers ordres. Elles ont été pendant un moment le fait que il n'y avait plus rien. Il était très difficile de trouver du matériel de protection pour les bénévoles. Ça, maintenant, on l'a en partie résolu. On l'a résolu aussi, je tiens à le préciser, par la solidarité de commerçants chinois, en fait. C'est les commerçants chinois qui nous ont aidés pour avoir du matériel au tout début, avant la réponse publique. Donc voilà, je tenais à rendre à César ce qui appartient à César, si on peut dire. Et si vous voulez, là, je sais plus trop comment. Est-ce que vous pouvez me répéter la question, s'il vous plaît, parce C'était que par j'ai rapport un aux petit peu. difficultés que rencontre le Par secours rapport aux populaire. difficultés, en fait, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que les difficultés, elles sont un petit peu venues du fait que, au niveau des pouvoirs publics, il y a quand même pas mal de pouvoirs publics qui ont un peu découvert que le secours populaire était ouvert. Ils s'imaginaient que, comme d'autres, on avait fermé, dans la panique un peu générale au début du confinement, quand même. Les difficultés que nous avons, c'est qu'effectivement, il y a des opérateurs traditionnels, on va dire, qui sont pas là. Et donc du coup, ça renforce le nombre de sollicitations qui nous sont faites. Donc je parlais tout à l'heure des gens qui sont en hôtel social. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas assez de chèques service, mais c'est notoirement insuffisant. Ça nous crée des sollicitations qui sont encore plus importantes et pour lesquelles il est difficile de trouver des solutions parce que les gens qui sont en hôtel ont des contraintes un petit peu différentes encore pour faire à manger. Qu'est-ce qu'on donne à quelqu'un quand il y a un micro-ondes par hôtel, vous faites comment pour vous nourrir? Non, bah c'est clair, c'est compliqué. Ça fait partie justement Là. des difficultés du terrain. Et puis après, la difficulté majeure que nous avons, nous, c'est que on dit que l'humain est un animal social. L'humain solidaire est encore plus social que l'humain pas solidaire. Et donc, du coup, nous, on vit de la mise en mouvement des bénévoles, on vit de nos initiatives de solidarité et de collecte sur le terrain, on vit des ramasses que l'on fait à la sortie des magasins pour distribuer à manger, et tout ça, on ne peut plus le faire. Donc, il va nous falloir des sous. Alors, il y a pas mal d'opérateurs institutionnels qui nous disent on est bien conscient de vos difficultés, on est bien conscient de vos difficultés. Bon, il ne suffit pas de le dire, à un moment, il va peut-être Oui, falloir faut agir aussi. voilà. Et donc, nous, je vous dis, hein, le premier ressort sur le département, c'est la générosité des donateurs. Et Et justement, donc, puisqu'on parle de dons, du coup, quels sont les moyens pour faire des dons? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, nous, petits citoyens de ce monde? alors, vous pouvez faire un don, comme j'ai dit, sur la cagnotte Hello Asso qu'on a ouvert. Vous pouvez faire un don via le site internet de la Fédération des Yvelines du Secours populaire.
Et puis après, vous pouvez aussi organiser dans votre périmètre proche. On a une famille de vacances qui a organisé ça dans son quartier. En fait, ils ont fait passer le message dans leur quartier et par le biais des parents d'élèves, puisque c'est les jeunes parents qui ont des enfants qui sont scolarisés. Comme maintenant, il y a quand même de plus en plus d'écoles qui fonctionnent avec le numérique, ils ont fait un appel à collecte en disant, voilà, si vous voulez aider le secours populaire, vous pouvez venir chez moi, vous sonnez à la porte, vous déposez votre don dans un carton et moi, je l'emmènerai au secours populaire. On a un comité local à Hugues qui organise comme ça 3 points de collecte alimentaires qui vont permettre de continuer à pouvoir fournir des colis variés aux gens. Vous pouvez organiser ça aussi pour des hygiènes. Et ça peut se mettre en place en fait en nous contactant au niveau de la fédération. Donc là, je vais laisser une adresse mail. Donc c'est contact comme un contact @spf comme Secours Populaire Français 78.org. Vous nous exposez où vous êtes, vous nous dites ce que vous souhaitez faire comme initiative de collecte matérielle ou financière, et en règle générale, on vous dira oui. Voilà. On dira rarement non. On vous donnera peut-être quelques indications pour sécuriser la chose aussi et éviter de vous mettre en danger inutilement, mais voilà, c'est possible de fonctionner comme ça aussi. Ok. Merci beaucoup, Pascal. C'est la fin de cette interview. Merci de nous aider à nous remotiver pour la solidarité. C'est vrai que ça donne envie de se mobiliser. On marque une courte pause de l'émission, le temps de dire au revoir à notre invité. Nous revenons dans un court instant. C'est une émission que je rappelle, vous pouvez retrouver en rediffusion sur la page YouTube des jeunes communistes des Yvelines. Pascal, merci. Mathieu, merci aussi. Et on se retrouve après un très court instant. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue sur la conclusion de cette web radio du mouvement des jeunes communistes des Yvelines. Je suis toujours en compagnie de Mathieu Bolzinger, secrétaire à l'organisation des jeunes communistes des Yvelines. C'est une émission que, je le rappelle, vous pouvez retrouver en podcast, si j'ose dire, en tout cas en rediffusion sur la chaîne YouTube des jeunes communistes des Yvelines. N'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. Nous avons un Facebook, un Instagram et un Twitter. Mathieu, je te laisse conclure cette 3e édition de notre émission. Oui, peut-être rapidement, pour terminer un petit peu aussi sur ce que nous disait notre invité du Secours Populaire Français des Yvelines. Bon, nous, les jeunes communistes, bien entendu, on appelle et encourage tous les jeunes et les moins jeunes à réaliser des dons aux grandes associations de solidarité, ainsi qu'à s'engager bénévolement pour venir en aide aux plus démunis dans la situation, mais que ce soit aussi dans une situation future où la crise sera passée. On vous encourage donc à entrer en contact dès maintenant avec une grande association de solidarité de votre choix, y compris le Secours Populaire, en accédant par les sites internet existants. Donc on va vous mettre dans la description de la vidéo sur YouTube. Tout don, tout coup de main permettront de faire de faire de cette période une période où on se souviendra des actions solidaires du peuple et non de la gestion. Les bilans ils seront à mener peut-être plus tard, mais qui pour l'instant des pouvoirs publics n'est pas à la hauteur. Donc effectivement on se retrouve sur les réseaux sociaux, peut-être très rapidement pour finir. Notre prochaine émission elle aura lieu très certainement mardi, en fin d'après-midi certainement. De toute façon on vous donnera l'information. Et le sujet alors, de quoi elle parlera la prochaine? Du coup le sujet ce sera le sujet de l'énergie, avec un intervenant de l'industrie électricité et gazière, donc qui sera un invité syndicaliste encore une fois de haute qualité. Et donc on va poser la question de comment ces travailleurs sont amenés dans la période à assurer la continuité énergétique dans nos hôpitaux, les entreprises, chez les particuliers. Voilà. Et dans cette période qui est compliquée, on va parler de ça avec cet invité. La situation montre que le capitalisme n'est pas un système viable. Soyons solidaires, soyons révolutionnaires.
Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour ces derniers mots. Une petite pensée pour tous les camarades qui sont confinés. C'est pas facile et on se serre les coudes jusqu'à la fin. N'oubliez pas donc de nous suivre sur les réseaux, de retrouver la rediffusion de cette émission sur la page YouTube. Un grand merci aussi à nos techniciens Simon et Valentin que vous ne voyez pas, mais qui nous donnent un sacré coup de pouce pour l'émission. Et n'oubliez pas que malgré tout, la lutte continue. Passez une bonne journée.